Choc hémorragique. On commence par introduction. L'état de choc hémorragique est considéré comme une insuffisance circulatoire aiguë par spoliation sanguine qui est majeure et durable, qui est un motif fréquent d'admission en unité de soins, en réanimation, morbimortalité élevée. Le diagnostic clinique ne doit pas retarder la prise en charge thérapeutique. Le diagnostic clinique ne doit pas retarder la prise en charge thérapeutique. L'objectif thérapeutique a l'intérêt d'établir les apports en oxygène adaptés aux besoins cellulaires. Le pronostic est fonction de la durée et la gravité du choc hémorragique. Définition, l'état de choc hémorragique est considéré comme l'incapacité du système cardiovasculaire à maintenir l'équilibre entre les apports et les besoins en oxygène et en nutriments, glucose, de l'ensemble de l'organisme du fait de l'hypovolémie et d'une part importante des globules rouges. La physiopathologie, elle est complexe. Lors de la réduction du volume sanguin par l'hémorragie, on a une diminution du retour veineux et de la précharge, du volume d'éjection systolique, du débit cardiaque et du transport artériel en oxygène, et qui va aboutir à une altération de la perfusion tissulaire. La survenue d'un choc hémorragique est fonction de l'importance de la spoliation sanguine, de la vitesse de l'installation et les mécanismes compensateurs, ainsi la prise en charge du geste de réanimation. L'état de choc hémorragique est défini selon 3 étapes successives. Une phase d'état de choc compensé dans laquelle on constate l'absence de la baisse de la pression artérielle. L'hypoperfusion tissulaire est contrebalancée par des mécanismes adaptatifs macrocirculatoires. Et phase du choc décompensé dans laquelle on constate une baisse de la pression artérielle par diminution des résistances vasculaires systémiques. On a une aggravation progressive et l'évolution est fatale en absence du traitement et le choc est réversible. On a 2 mécanismes adaptatifs. Un mécanisme adaptatif sur le plan macrocirculatoire et un mécanisme adaptatif sur le plan microcirculatoire. La réponse hormonale à l'hémorragie, elle est progressive et elle se fait en 2 phases, en biphasique. La première phase, c'est la phase sympatho-excitatrice, réaction sympathique par stimulation des barorécepteurs aortiques et carotidiens suite à l'hypotension, une activation des ganglions orthosympathiques et médullosurrénales et on aura une sécrétion des catécholamines endogènes type noradrénaline et l'adrénaline. Cette phase, elle est marquée par une augmentation des résistances artérielles, une tachycardie, afin de redistribuer le volume sanguin vers les organes nobles, le cœur et le cerveau, au prix d'une hypoperfusion de zones sacrifiées, la peau et le tube digestif. Deuxièmement, nous avons, toujours dans le cadre d'une réponse hormonale, activité rénine-angiotensine et aldostérone. Ce système, il nous permet le système rénine-angiotensine, suite à une baisse de la pression artérielle au niveau des artères afférentes, il va induire une vasoconstriction artérielle puissante. Et le système aldostérone et arginine-vasopressine, il a son intérêt dans la rétention hydrosodée afin d'augmenter la volémie. La deuxième phase, c'est la phase sympatho-inhibitrice qui fait suite à une diminution, à une réduction de la masse sanguine de 30 à 50%, une diminution brutale des résistances systémiques, d'où une chute de la pression artérielle, une bradycardie. Cette bradycardie, elle fait suite à une stimulation des récepteurs mécanocardiaques. Et cette bradycardie, elle peut nous permettre une bonne amélioration du remplissage vasculaire et d'améliorer la volémie au cours des hypovolémies extrêmes. Ensuite, on a une vasodilatation due à une inhibition centrale de l'activité sympathique. Deuxièmement, une deuxième étape dans le mécanisme adaptatif, la microcirculation. Si la situation initiale n'est pas contrôlée, une dégradation microcirculatoire sera observée avec les conséquences en termes d'oxygénation tissulaire. Ce schéma, il récapitule ce qu'on a dit. Sur le plan toujours microcirculatoire, l'hypoperfusion va entraîner rapidement une hypoxie cellulaire avec diminution de la production aérobique d'ATP, d'où on a l'accumulation de lactate et des protons au niveau cellulaire qui sont à l'origine d'une acidose lactique, qui est un signe de gravité. Et lorsque la lactatémie dépasse les 10 millimoles par litre, qui est un prédicteur de décès. Cette accumulation de lactate entraîne une inhibition de certains voies métaboliques, telles que la glycolyse et la bêta-oxydation. Deuxièmement, on a une réduction de l'activité de la pompe membranaire ATPase dépendante avec de l'œdème cellulaire par réentrée du sodium et d'eau et augmentation du calcium intracellulaire. L'activation des phospholipases. Cette activation des phospholipases qui sont à l'origine d'une destruction membranaire avec libération de quelques métabolites tels que le thromboxane. Comme on le sait que le thromboxane qui est un vasoconstricteur, en même temps il favorise l'agrégation plaquettaire. La génération des radicaux libres, ces radicaux libres qui vont maintenir le processus inflammatoire qui n'est pas septique. À la fin, on a les conséquences suivantes.
sur le plan microcirculatoire, une réduction irréversible du flux microcirculatoire avec obstruction capillaire et apparition d'un syndrome de défaillance multiviscérale, insuffisance rénale, insuffisance hépatocellulaire, œdème pulmonaire, gastrite hémorragique. Et on a au niveau de la circulation splanchnique qui sera sacrifiée, une ischémie intestinale, augmentation de la perméabilité intestinale et la translocation bactérienne. Et troisièmement, on a une altération de l'immunité suite à une immunosuppression, altération des fonctions de détoxification du foie. Sur le plan clinique, le diagnostic de choc hémorragique sera porté sur l'association des signes d'insuffisance circulatoire aiguë, qui se traduit par la tachycardie avec un pouls félin. On doit savoir que cette tachycardie, elle peut être absente chez les personnes qui sont en train de prendre des médicaments qui sont bradycardisants. L'hypotension artérielle, elle est définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm/Hg, une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm/Hg, ou bien une diminution de la pression artérielle systolique de 40% par rapport au chiffre habituel. Une vasoconstriction qui signe l'élément de l'hypoperfusion tissulaire, oligurie inférieure à 0,5 ml par kilo par heure, vasoconstriction cutanée, marbrure avec allongement de la recolorisation cutanée qui va dépasser les 3 secondes. Extrémité froide, encéphalopathie, confusion, agitation, désorientation et la polypnie qui oriente vers une acidose métabolique. C'est l'évaluation de la gravité de l'état de choc hémorragique en fonction du volume du sang. J'ai essayé de prendre d'estimer la perte sanguine par rapport à un chiffre de 25%. Si la perte sanguine elle est estimée à moins de 25%, on a les mécanismes compensateurs seront toujours présents. Sur le plan clinique, on a absence de une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque avec une différentielle entre la pression artérielle systolique et diastolique qui sera pincée. Et si la perte sanguine elle dépasse les 25%, dans ce cas les mécanismes compensateurs seront débordés et on aura une diminution de la pression artérielle et on aura un index de choc qui est défini par le rapport à la fréquence cardiaque par rapport à la tension artérielle qui sera augmentée. Et si cet index de choc dépasse les 0,9, et c'est un signe de sévérité. On a une augmentation de la fréquence respiratoire qui nous oriente vers une acidose métabolique qui est un signe très précoce et l'hypotension qui est un signe qui est tardif. Signe d'extrême gravité, nous avons l'hypotension artérielle diastolique, si elle est inférieure à 40 mm/Hg, bradycardie paradoxale, risque de désamorçage circulatoire imminent. On a les étiologies traumatiques, le danger est de sous-estimer l'hypovolémie ou l'importance de l'hémorragie. Il faut avoir une idée des pertes sanguines impliquées par les lésions. Exemple, fracture d'une côte, elle est estimée à 125 ml. Fracture du fémur, elle est d'environ 2 litres. Et fracture du bassin, elle peut aller jusqu'à 5 litres. Digestif, rupture de varices œsophagien et ulcère gastro-duodénal. Malformation vasculaire, syndrome de Mallet-Weiss. Traitement, elle est endoscopique qui va permettre de réaliser une hémostase dans 80% des cas. S'il y aura une récidive, le traitement chirurgical peut être proposé. Gynéco-obstétricale, représentée beaucoup plus par l'hémorragie du postpartum, fissure ou rupture d'anévrisme de l'aorte, hématome propon, suite à des intoxications par les antivitamines K. Le monitorage et conditionnement. Le monitorage doit être simple et fonctionnel, idéalement transportable de la salle de soins vers le bloc ou les salles des examens radiologiques ou endoscopiques. La perfusion tissulaire dépend essentiellement de la pression artérielle moyenne, la PM, la mise en place d'un cathéter artériel est la seule méthode fiable pour le monitorage de la tension artérielle. NECG, à 3 ou bien 5 dérivations, SPO2 et le monitorage de la température. Il faut savoir que la température, elle peut être à l'origine des dysfonctionnements des facteurs de la coagulation, dysfonctionnement des plaquettes, dysfonctionnement de l'adhésivité par rapport au vaisseau et favoriser la fibrinolyse. Pour ce cas, on doit monitorer la température. On a parlé de conditionnement, on doit équiper dans un premier temps le patient en état de choc hémorragique au minimum de voies veineuses périphériques. La voie centrale devient en revanche rapidement nécessaire si les amines vasopressives sont indiquées, la perfusion intra-osseuse en cas d'impossibilité d'une voie veineuse périphérique ou centrale. Un système d'accélération-réchauffement des solutés, la surveillance de la diurèse, sondage urinaire. Sur le plan biologique, on a une acidose métabolique par augmentation de taux des lactates et des ions H+. Le pH sera diminué avec diminution de bicarbonate. En cas de choc hémorragique, l'hémorragie sous-estime initialement le volume du sang perdu. Présence de coagulopathie par augmentation
allongement du temps de QIC et de TCK, ou bien apparition d'une CVD dans laquelle on va constater une diminution du TP, l'augmentation de TCK, une diminution de fibrinogène et l'augmentation du taux des didymères. Signe de retentissement sur les fonctions d'organes, signe d'insuffisance rénale et souffrance hépatique. La réanimation. L'expansion volumique permet de rétablir l'efficacité circulatoire et la perfusion des organes. Démarrer le plus précocement possible en préhospitalière et poursuivi à l'hôpital. Un débit en moins 500 cc toutes les 15 minutes jusqu'à 36 kg, ayant comme objectif une pression artérielle moyenne cible supérieure à 65 mm/Hg. Le remplissage vasculaire rapide peut être délétère. C'est pour ça que la Société française d'anesthésie et réanimation a élaboré deux concepts, Small Volume Resuscitation et Permissive Hypotension, c'est-à-dire l'utilisation de petits volumes et une hypotension permissible. Ici, on a des objectifs tensionnels dans le choc hémorragique, selon l'atteinte du système, selon présence ou absence d'atteinte du système nerveux central. Si on est affronté à une atteinte du système nerveux central, la PAS, la pression artérielle systolique, doit être supérieure à 120 et une PAM supérieure ou égale à 90 mm/Hg pour avoir un objectif, une pression de perfusion cérébrale supérieure à 60. Et si on est affronté ou en face d'un état ou absence d'atteinte cérébrale, la PAS elle est entre 80 et 90 ou bien une PAM supérieure à 60 mm/Hg. Les catécholamines, en première intention, noradrénaline pour son effet alpha à une dose de 0,125 à 2 gamma kilo minute, l'adrénaline, effet alpha-bêta, métachycardisant et arythmogène, cliniquement utile pour ces catécholamines pour atteindre les objectifs de la PAM avec un moindre remplissage, traiter la composante vasodilatatrice du choc hémorragique. Ils seront introduits initialement devant une pression artérielle diastolique inférieure à 40 mm/Hg, une expansion volumique inefficace si on dépasse les 36 kg et devant un état de choc prolongé et persistant malgré une réanimation hémodynamique adaptée. Et on l'utilise durant l'induction anesthésique et en association avec un traumatisme crânien. Transfusion de globules rouges le plus précoce possible afin d'éviter l'hémodilution secondaire au remplissage. La cible transfusionnelle, c'est d'avoir l'hémoglobine supérieure à 7 grammes par décilitre. En cas de traumatisme crânien, notre objectif est de 10 grammes par décilitre. La transfusion du PFC, il est recommandé de débuter la transfusion de plasma précongelé rapidement, idéalement en même temps que celle des globules rouges. Il faut probablement transfuser le PFC en association avec les globules rouges avec un ratio PFC globules rouges 1 ou bien 1,2. Notre cible est un type supérieur à 40% et supérieur à 60% en cas d'un traumatisme crânien. Transfusion plaquettaire, il est recommandé une transfusion plaquettaire précoce, généralement lors de la deuxième prescription transfusionnelle, pour maintenir la numération des plaquettes au-dessous de 50 000 et ce chiffre doit être porté à 100 000 en cas de traumatisme crânien associé ou de persistance de saignement. L'hypocalcémie ionisée. Il faut savoir que le calcium il a un rôle important, c'est-à-dire devant l'hypocalcémie, on peut avoir une aggravation de la défaillance cardiaque parce qu'elle va diminuer la défaillance cardiaque, on aura un arrêt circulatoire, même il intervient dans les troubles de l'hémostase. C'est pour ça qu'on devait injecter 1 gramme du calcium pour chaque transfusion de 2 kg globulaires afin de maintenir une calcémie ionisée supérieure à 0,9. Fibrinogène, il est recommandé si la fibrinogénémie est inférieure à 1,5 g par litre ou en cas de déficit fibrinogène fonctionnel, une dose initiale de 3 g est suggérée chez un adulte de 70 kg. Il faut savoir que le PFC nous apporte au maximum 0,5 g du fibrinogène pour chaque flacon. Les concentrés de complexe prothrombinique en cas d'hémorragie survenue chez un sujet sous antivitaminique, il est recommandé d'administrer sans délai les CCP, encore appelés les PPSB, à la dose de 25 unités kg plus 10 mg de vitamine K. Pour l'hexacil, il est recommandé d'administrer de l'acide tranexamique dès que possible à la dose de 1 g de bolus intraveineux en 10 minutes, suivi de 1 g perfusé sur 8 heures. Et cet hexacil ne doit pas être initié au-delà de 3 heures suivant un traumatisme avec état de choc hémorragique. L'oxygénation et la ventilation, un apport en oxygène par masque facial est la règle, visant un objectif de SpO2 supérieur à 92%. La ventilation mécanique s'impose en cas d'altération de l'état de conscience, un score de Glasgow inférieur à 8, détresse respiratoire, geste hémostatique invasif décidé.
Prévention de l'hypothermie, réchauffement des solutés de remplissage et des produits sanguins, réchauffement cutané externe par un système à air chaud pulsé. La température de la salle sera également adaptée aux alentours de 24. Le traitement étiologique, prenons exemple une hémorragie digestive, un geste hémostatique par endoscopie est indiqué. Une hémorragie de la délivrance, une révision utérine doit être faite avec l'utilisation de l'ocytocine, prostaglandine, parfois chirurgie, ligature des trompes, les hypogastres ou même hystérectomie. Et notre conclusion, le diagnostic précoce et la prise en charge initiale adéquate sont une urgence. Le but de la prise en charge sont de restaurer la volémie et le transport d'oxygène. Merci.